Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous et bonne année. Bienvenue à Je vote pour la science. J'espère que vous avez passé un bon réveillon et que vous allez bien. Un peu avant les fêtes, Québec a sorti son plan pour une économie verte, cette relance économique qui doit faire la part belle à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en misant en grande partie sur l'électrification du secteur des transports. Mais cela ne sera pas assez pour que le Québec atteigne la cible établie par l'Accord de Paris sur le climat, 5 ans après son adoption. Pour le Québec, la cible est une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 29 millions de tonnes d'ici 2030. Le nouveau plan vert vise plutôt un effort de 12 millions et il a essuyé donc de nombreuses critiques en raison de son manque d'ambition. La même chose du côté fédéral, le gouvernement Trudeau a lui aussi déposé son projet de loi climatique, C12, pour conduire le Canada sur la voie de la carboneutralité d'ici 2050. Pourtant, juste avec la production des sables bitumineux, cela va être bien difficile d'y parvenir. Saisirons-nous l'opportunité que nous offre la pandémie de reconsidérer notre consommation d'énergie fossile canadienne et à lutter plus efficacement pour le climat? Nous en parlons tout de suite. Ne bougez pas. Cinq ans après la signature de l'Accord de Paris, il est temps de parler de l'engagement du Canada et du Québec en matière de changement climatique. Pour le faire, je rejoins Catherine Gauthier, directrice générale d'Environnement Jeunesse et habituée de l'émission, je pourrais dire ça comme ça. Bonjour. Bonjour. Je rejoins aussi Julien Toussaint. Vous êtes ingénieur et consultant en énergie sur les enjeux de réduction de l'empreinte carbone. Vous avez fondé l'antenne montréalaise des Shifters. Le Québec lançait donc son plan pour une économie verte avant les fêtes, avec la cible d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 12 millions plutôt que de 29 millions de tonnes d'ici 2030. Lors de son dépôt, cette annonce a été critiquée. De nombreux sont ceux qui pensent que le Québec manque d'ambition. Êtes-vous de cela, Madame Gauthier? Tout à fait. Puis je pense que de toutes parts, en fait, la société civile a demandé des changements d'une ampleur là, sans précédent. Or, quand on voit ne serait-ce que le nom du plan qui met de l'avant une économie verte, on se rend compte qu'on est passé totalement à côté d'un plan de lutte contre la crise climatique ou même les termes changement climatique. C'est un plan, malheureusement, qui est de demi-mesure, puis qui a mis de côté toutes les recommandations pratiquement qui avaient été proposées par un groupe de travail jeunesse mis spécialement sur pied pour proposer des pistes innovantes, donc nous amener à voir des mesures qui viendraient transformer la société. Puis parmi ces pistes-là, pour vous donner des exemples concrets, on parlait par exemple de rompre avec la société de consommation, donc d'avoir d'autres indicateurs à l'échelle de la société pour mesurer par exemple le bonheur, de respecter aussi les limites de la Terre, donc d'avoir une véritable réflexion sur la décroissance, la sobriété, tant au niveau numérique que de notre consommation. D'encourager aussi une éco-citoyenneté active, de mettre de l'avant, par exemple, un ensemble de cursus scolaires qui mettent de l'avant une éducation environnementale, une éducation éco-citoyenne. Puis malheureusement, on semble se tourner vers des technologies, d'ailleurs des technologies qui n'existent pas encore, pour être en quelque sorte les véhicules de la transition. Oui, on parle de 2 milliards sur les 6,7 milliards de dollars qui vont être injectés d'ici 2026, qui serviront à encourager un virage électrique de la route avec des milliers de bornes de recharge électrique déployées un petit peu partout, la vente de voitures électriques et hybrides d'ici 2035. Est-ce qu'on est quand même sur la bonne voie, Monsieur Toussaint? Alors, c'est sûr que donc le secteur des transports, c'est 43%, donc près de la moitié des émissions québécoises. Donc ça paraît être le levier vraiment sur lequel il va falloir infléchir ces émissions. Les objectifs, donc on parle en termes de valeur absolue de véhicules électriques d'1,5 million de véhicules à horizon 2030, d'interdire les véhicules thermiques, donc à essence, en 2035. Donc, effectivement, ça peut permettre, si on s'attaque à ces 43%, de réduire de près de moitié à horizon 2050 les émissions québécoises, puisque
Donc nombre de rapports estiment que en passant vraiment à de l'électrification de la mobilité, on va pouvoir arriver à des émissions nulles et complètement compensées pour le secteur de la mobilité. Ce qui est important quand même, c'est justement de voir quels peuvent être les impacts sur le réseau électrique, et c'est pour ça que le gouvernement travaille intimement avec notamment Hydro-Québec pour que à la fois au niveau production et transport, on puisse alimenter tous ces véhicules qui seront sur la route demain au Québec. Et je dirais qu'il y a un dernier point aussi, c'est le fait que dans nos modes de calcul au niveau du bilan carbone, le petit problème, c'est qu'on ne tient pas compte des émissions qui sont importées, donc liées en fait à la fabrication de ces véhicules, où il faut savoir que pour ces véhicules électriques, la production va être 2 fois plus polluante que pour un véhicule thermique. Donc c'est pas vrai de dire que le véhicule électrique, c'est un véhicule zéro émission, puisque en fait aujourd'hui au Québec, dans ces calculs-là, on va tenir compte uniquement des émissions liées à l'utilisation de ces véhicules et pas à ces autres phases donc dans leur cycle de vie. Madame Gauthier, vous en pensez quoi de cette voie de l'électrification du transport? Est-ce que c'est une voie intéressante ou... C'est une voie parmi d'autres, mais ça ne devrait pas du tout être le cœur de la stratégie de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Il faut vraiment des démarches, des propositions qui sont beaucoup plus structurantes. Puis quand le gouvernement du Québec annonce, par exemple, d'interdire les nouveaux véhicules à essence au plus tard en 2035, par exemple, c'est pas ce qu'on appelle être très ambitieux, parce qu'on s'attend quand même à avoir des véhicules à essence qui vont avoir quand même une durée de vie de 10, 15 ou même 20 ans, donc ils vont toujours être sur nos routes. Si on regarde l'exemple, par exemple, de la Norvège, on peut voir que la date d'échéance est plutôt 2025, en Écosse 2032, Pays-Bas 2030. Donc, on a vu quand même des exemples d'interdiction plus resserré dans le temps. Puis c'est sûr que si on a de plus en plus de véhicules, ça ne règle pas le problème ultimement, même si c'est des véhicules électriques, étant donné qu'il y a beaucoup d'autres enjeux environnementaux. Puis comme ça vient d'être mentionné justement, il y a aussi des émissions en amont de l'utilisation, donc au niveau de la conception là, qui ont bien été expliquées là, par M. Toussaint. Oui, c'est une vision un peu plus globale. Donc, le plan pour une économie verte parle beaucoup d'alimentation électrique et de transport, mais peu, par exemple, de la nourriture des Québécois ou des impacts environnementaux, des usages numériques. Il y a bien d'autres recommandations qui auraient pu être retenues. Monsieur Toussaint? Et effectivement, et je dirais que sur ces sujets, si on parle rapidement du numérique, avec les Cheaters de Montréal, on a justement fait une étude qui vient quantifier cet impact environnemental, donc que ce soit au Canada ou au Québec, de l'utilisation du numérique, qui n'est pas évaluée aujourd'hui donc dans les méthodes de calcul fédéraux et au niveau fédéral et provincial, et qu'on évalue donc à peu près à 5% des émissions de gaz à effet de serre, que ce soit pour le Canada ou le Québec. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on s'intéresse à la tendance de ces impacts-là, on se rend compte qu'il y a vraiment une multiplication des usages et de l'achat d'appareils connectés, que ce soit des téléphones intelligents, des télévisions également, et que si on laisse faire tel quel, on va vers un dédoublement de ces émissions, et ce qui va en fait à l'encontre justement de nos projets de réduction de gaz à effet de serre. Donc c'est pour ça que vraiment au niveau c'est important d'avoir une mesure qui est la plus globale possible, et également de s'attaquer aux problèmes à la source, comme le disait Madame Gauthier, au niveau de nos modes de consommation, les remettre en cause, essayer de prolonger la durée de vie de tous nos appareils, que ce soit nos appareils de mobilité, de transport, à la maison, pour vraiment en fait se rendre compte de ce que peut peser chacun de nos usages, de nos modes de vie, dans une optique de développement soutenable et durable.
Oui, sur la planète, ce que notre consommation pèse sur la planète. Madame Gauthier, il y a beaucoup de revendications donc, qui n'ont pas été retenues lors du processus de consultation, mais j'aimerais que vous me rappeliez un petit peu ce processus de consultation. Ce n'est pas un plan qui a été écrit par le gouvernement tout seul de son côté. C'est quelque chose qui a été l'aboutissement finalement de consultation. Et je peux comprendre que beaucoup de personnes sont déçues. Oui, à l'été 2019, le gouvernement du Québec a mis sur pied 5 groupes de travail, en plus d'annoncer des consultations et même une tournée ministérielle qui ont eu lieu à l'automne 2019. Donc, parmi ces 5 groupes de travail, on en avait qui travaillaient notamment sur l'électrification, les bioénergies, l'aménagement, l'adaptation du territoire, la mobilité. Donc, ça, c'était un ensemble de thématiques là, qui étaient prévues. Puis par la suite, les groupes de travail rendaient leur rapport à la fin novembre 2019 ou début décembre. Puis on s'attendait à avoir un plan le plus tôt cette année vers le mois de mars, donc avec la présentation du budget. Comme vous savez, la pandémie a changé un peu tous les plans. Et malheureusement, on a senti aussi qu'il y avait eu tout un remaniement du consensus qui avait été dégagé parce qu'il faut le dire, il y avait quand même environ 80-90 organisations impliquées dans l'élaboration du plan et même le document qu'on a vu couler dans les médias à la fin de l'été dernier présentait là, un ensemble de mesures vraiment structurantes qui faisaient consensus, qui faisaient l'unanimité, tant du côté là, des affaires que des organisations de la société civile. Donc ça, c'est un consensus qui aurait pu servir en fait de base minimale pour le plan de lutte contre les changements climatiques. Or, il y a eu des modifications au plan qui semblent avoir été faites là, par le cabinet du premier ministre qui ont fait en sorte qu'on s'est retrouvé avec un plan pour une économie verte vert très pâle là, même. Oui, et les revendications sur par la jeunesse, par les jeunes qui ont participé à ce processus-là. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais vous avez travaillé concrètement sur quoi? Qu'est-ce que vous vouliez pousser finalement dans ce plan-là? Oui, on avait entre 20 et 30 mesures. Pour vous en nommer quelques-unes, on parlait notamment de renforcer le principe des 3 RVE, là, donc réduire d'abord et avant tout, miser sur la récupération, réutiliser, réparer, avant bien sûr de se pencher sur l'élimination, par exemple, des matières résiduelles. Donc la réduction à la source pour nous est un élément important. Même chose au niveau du gaspillage alimentaire, donc de se doter d'une cible de réduction précise et absolue, donc que ça couvre de la production jusqu'à la consommation. De rendre aussi les systèmes agroalimentaires plus sobres en carbone, aussi plus résilients aussi avec les aléas climatiques, c'est-à-dire la météo un peu extrême là, qu'on observe de plus en plus. C'est important d'avoir des systèmes agroalimentaires qui vont être capables de s'adapter aux changements là, du climat qui sont vraiment multipliés puis qui viennent affecter en fait les rendements. Donc ça, c'était un des éléments. Sinon, on parlait aussi d'interdire l'obsolescence programmée, donc de travailler vraiment sur la responsabilité élargie des producteurs, d'augmenter la durée de vie moyenne des produits pour qu'on arrête de tomber dans cette boucle de consommation et même de surconsommation. Puis au niveau peut-être de tout ce qui était énergétique, là, qu'on n'a malheureusement pas pu voir, c'est de mettre fin à tout type de subventions directes et indirectes au secteur des énergies fossiles, y compris le gaz naturel. Or, le plan pour une économie verte laisse la porte grande ouverte au gaz naturel. Puis même, on en parle beaucoup là, dans les médias. On débat de projets comme GNL Québec, qui, à mon sens, sont extrêmement problématiques. Ça envoie un signal totalement contradictoire là, par rapport à l'importance de lutter contre les changements climatiques. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Monsieur Toussaint, de votre côté, comment vous analysez ce plan-là, des côtés de votre antenne de Shifters? Quelle aurait été, à part
l'électrification des transports, en fait. Et Madame Gauthier en a parlé, il y a l'alimentation, la production alimentaire qui est la deuxième au tableau de production des GES. Mais qu'est-ce que vous voyez, vous, qui pourrait être intéressant à rajouter à ce plan-là ou à compléter, qui aurait été intéressant? Oui, alors effectivement, on a beaucoup parlé déjà du transport, mais ça reste beaucoup du transport routier, donc sur la base des véhicules personnels et motorisés. On parlait pas tellement des solutions qui vont pouvoir préconiser la pratique de covoiturage, également le développement davantage de pistes cyclables, de sentiers de marche, ce genre, enfin à l'échelle urbaine. Oui. Donc il y a d'autres solutions même au niveau du transport. On n'a pas non plus parlé au niveau consommation du phénomène de l'étalement urbain. Comment est-ce que si on veut réduire ces déplacements, on va pouvoir densifier et mieux réfléchir à l'urbanisme, à l'aménagement du territoire, pour réduire le plus possible ses besoins de déplacement. En voiture, hein, j'entends. Oui. Après, au niveau du bâtiment, effectivement, il y a cette petite contradiction sur le fait que il y a toujours eu des incitations, en particulier au niveau commercial et institutionnel, à se chauffer avec du gaz naturel. Il faut savoir quand même que à l'horizon 2030, donc il me semble qu'il est envisagé de remplacer les appareils de chauffage en fin de vie, donc au gaz naturel justement, donc mais ça pourrait être une dynamique qui s'amorcerait avant, et ensuite oui, que ce soit au niveau du bâtiment et du chauffage, il y a aussi d'autres solutions technologiques. Je pense en particulier à la pompe à chaleur, qui peut permettre en particulier au Québec donc d'utiliser donc la chaleur extérieure pour réchauffer comme pour climatiser l'été, donc oui, la géothermie. La géothermie, ça pourrait être une autre utilisation justement pour aller récupérer cette fois la chaleur du sol. Et enfin, effectivement, il y a un enjeu plus de responsabilisation individuelle, je dirais, sur ces modes de consommation, également au niveau de l'alimentation. L'alimentation, c'est quand même, à l'échelle individuelle, 25% de l'empreinte carbone des Québécois. Donc, il faut quand même réussir à prôner des pratiques et des consommations qui sont plus locales, qui sont moins carnées, donc en s'appuyant davantage sur des protéines végétales, pour justement arriver à la cible qu'on s'est fixée pour 2030 et de carboneutralité pour 2050. Oui, avant de parler de solutions individuelles, passons peut-être du côté du Canada. Pour respecter l'accord de Paris, il faudrait que le Canada parvienne à diminuer de 45% ses émissions d'ici 2030 par rapport au niveau de 2010. Cela risque d'être très difficile à atteindre tant que le gouvernement fédéral ne renoncera pas à investir dans les énergies fossiles. Il vient justement de racheter le pipeline Trans Mountain, sans compter des sables bitumineux. Là, il y a à courte échéance et même plus moyenne échéance, s'il ne parle pas de fermer cette production-là. Madame Gauthier? Oui, ben là, on est face à un énorme dilemme. Je pense que vous l'avez bien expliqué. C'est impossible de respecter nos cibles climatiques si on veut extraire encore davantage de sable bitumineux du sol. Donc ça, c'est un non-sens important. Puis on a vu justement dans les derniers jours le projet de loi C12 sur la carboneutralité. Donc c'est un projet de loi qui vient accroître l'imputabilité du gouvernement fédéral par rapport à ces cibles climatiques. Donc c'est sans doute ce qu'on aurait dû voir tout de suite après Paris. Donc on prend un engagement international puis on l'intègre rapidement dans nos lois au niveau fédéral. Donc, on voit là des mécanismes intéressants. Donc, avoir une obligation qu'un plan puis un rapport d'évaluation pour chaque cible soit déposé, mise en place d'organismes consultatifs, etc. Donc, je pense que ça nous placerait dans une meilleure direction.
Bien sûr, il y a des éléments de ce projet de loi-là qui restent à peaufiner. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, de traduire les cibles en budget carbone à courte échéance. Donc, de resserrer en quelque sorte les échéances, non pas à 2050, mais à plus court terme, 2025, 2030, et ainsi de suite. Puis, il faut aussi resserrer tout ce qui est reddition de compte des cibles intermédiaires. Donc, le Canada, historiquement, dans les 20-30 dernières années, n'a jamais respecté ses cibles climatiques. Donc, qu'est-ce qui nous dit aujourd'hui que de nouvelles cibles seraient respectées? Permettez-moi d'en douter là, dans l'état actuel des choses. Donc, je pense que c'est un énorme défi, puis je pense qu'il y a beaucoup à faire. C'est peut-être le point le plus positif, comme très peu d'actions ont été posées. Les actions qui seraient posées à court terme pourraient avoir des impacts là, significatifs. Oui. Monsieur Toussaint, quelles sont les cibles ou les choses à faire, à viser pour que le Canada se mette enfin sur la voie de la carboneutralité, comme il le désire? Oui, j'abonderai dans le sens de Madame Gauthier le fait d'avoir des jalons annuels de mesures. Là, aujourd'hui, avec ce projet de loi C12, le premier jalon, il est en 2030, donc avec une réduction de 30% des émissions par rapport à 2005. C'est pas possible de se mettre une première échéance si lointaine, compte tenu du fait, comme l'expliquait Madame Gauthier, que le Canada n'a jamais atteint ses cibles environnementales, que ce soit après Rio, que ce soit après le protocole de Tokyo, les accords de Copenhague. Donc, si on veut se mettre sur une bonne dynamique de réduction, sur la bonne trajectoire, il faut que cette mesure, ça se fasse vraiment tous les ans. Et donc ensuite, effectivement, comme vous l'expliquez, 30%, a priori, ça serait pas suffisant. Il faudrait plutôt autour de une réduction de moitié de ces émissions. C'est en tout cas également ce que font les pays de l'Union européenne. On est à un objectif de moins 55% à horizon 2030. Bon, après, c'est sûr qu'il faut souligner qu'il y a de plus en plus de prise en compte de ce problème climatique et des initiatives qui pourraient être réalisées au niveau fédéral au Canada, mais force est de constater que il y a une telle hétérogénéité entre les différentes provinces que c'est un vrai défi pour le gouvernement fédéral de réussir à harmoniser les pratiques, mettre par exemple en place une taxe carbone dans les provinces qui n'ont pas encore de programme vraiment spécifique sur cet enjeu-là, et pour que vraiment la réduction des GES devienne une force à l'échelle canadienne, puisqu'il y a quand même beaucoup d'opportunités potentielles dans cette matière-là au Canada. Oui. Pour finir, pensez-vous que la crise sanitaire que nous vivons apporte des opportunités à saisir? Madame Gauthier, peut-être pour commencer. Je pense qu'on a vu avec la crise sanitaire qu'il était tout à fait possible d'opérer des changements majeurs qu'on aurait cru impossibles parce qu'on a considéré que la pandémie était une crise sanitaire. Donc, en tant que telle, on a posé des actions très concrètes qui ont changé, qui ont même révolutionné la manière dont on vit. Et ce, depuis le mois de mars dernier. Donc, ça nous montre que c'est possible, quand on traite un enjeu comme étant une crise, de mettre en place des solutions qui peuvent sembler radicales, mais qui, quelques mois plus tard, sont en quelque sorte une nouvelle normale. Puis je pense que l'autre élément important, c'est que la crise sanitaire a vraiment révélé qu'il y avait des enjeux au niveau des inégalités sociales dont on ne peut pas ignorer les impacts dans un contexte de crise. Donc, il faut laisser personne derrière. La crise dans les CHSLD ou encore dans des quartiers plus démunis, défavorisés, c'est des enjeux de société pour lesquels c'est tout simplement le résultat de compression budgétaire ou de choix politiques qu'on a fait. Puis maintenir de tels choix politiques paraît aujourd'hui inacceptable. Donc j'espère qu'on va profiter
des opportunités, en quelque sorte, de la crise sanitaire pour avoir une véritable conversation, une réflexion de société sur comment on traite, en fait, les personnes. C'est bien beau de dire qu'on veut sauver l'économie, mais l'évolution du PIB, souvent dans notre vie quotidienne, n'a aucun impact sur notre qualité de vie ou encore la résilience qu'on peut avoir au niveau communautaire. Donc ça, je pense que c'est des éléments clés pour lesquels on n'avait pratiquement pas eu d'attention, tant dans les médias que dans nos conversations, dans nos manières de se mobiliser comme citoyens. Oui, Monsieur Toussaint, un dernier mot du côté des opportunités de cette crise que nous... Oui, absolument. Déjà, effectivement, il y a le fait que cette crise, malgré tout le mal qu'elle a causé au niveau des sociétés humaines, faut savoir que sur 2020, elle aura permis entre 7 et 9%, grosso modo, selon les experts, des réductions des émissions de gaz à effet de serre, particulièrement celles qui sont liées au transport des individus, au transport des marchandises. On a vu des enjeux de relocalisation des chaînes d'approvisionnement qui, dans un contexte de mondialisation, étaient de plus en plus longues et de plus en plus complexes. Donc, réussir à tirer des enseignements pour les mettre en pratique sur les prochaines années, c'est quelque chose qui est important. En parallèle, on a aussi assisté à une augmentation des usages, en particulier du numérique, et comme je l'expliquais tantôt, ça c'est quelque chose qu'il va falloir quand même superviser pour s'assurer que ça ne devienne pas trop important au niveau de nos consommations et de son poids écologique et environnemental. Donc c'est effectivement un grand défi aujourd'hui de réfléchir à cette relance verte qui non pas ne s'intéresse qu'à l'économie, mais vraiment intègre l'environnement, la société, pour que à horizon 2050, on soit toujours dans un avenir qui soit agréable pour chacun. Oui, qui intègre l'humain finalement. Merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de Julien Toussaint, vous venez de l'entendre, qui est ingénieur et consultant en énergie à SIA et qui est aussi le fondateur de l'antenne montréalaise des Shifters et enseignant à l'UPOP un cours sur l'énergie et le changement climatique. Merci. On était en compagnie aussi de Catherine Gauthier, la directrice générale d'Environnement Jeunesse. Merci. Je vous en prie. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin, à la recherche, à la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Écoutez-nous, nous avons des rediffusions comme toutes les semaines d'ailleurs et vous pouvez aussi le faire en podcast sur le site de l'agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé cette émission, partagez-la et en attendant de se reparler, bonne semaine, portez-vous bien. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome.